Salut la gang, bienvenue à ce 59e épisode de Femmes de fer. Je reçois l'autrice, chroniqueuse, experte en voyage, Ariane Harpin-Delorme, qui est fondatrice de l'agence de voyage Esprit d'aventure. Alors, celle qui vit pour les voyages a dû se réinventer dans la dernière année en supportant ses amis et collègues dans le milieu du voyage, et on discute également du futur du voyage et des bonnes pratiques à adopter pour changer les choses. Dès que ça va repartir, on se croise les doigts. Alors, elle nous fait également rêver en jasant de destinations époustouflantes. On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Montminy, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Bonjour Ariane. Allô. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va? Voyage. Pour moi, le voyage, c'est une des choses les plus importantes dans ma vie. Ouais. C'est quelque chose qui me nourrit, qui me donne des objectifs à atteindre. Je me dis, je vais passer à travers tel mois, puis après ça, je pars en voyage. Je trouve que c'est une des façons où on peut tellement se nourrir, apporter des choses différentes dans notre vie, apprendre plein de choses. Donc, le voyage est super important pour moi et le voyage est super important pour toi. Donc, je suis contente qu'on se parle aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être juste te décrire un peu en quelques mots. Tout tourne autour du voyage. Ça a toujours été le cas. Du moins, depuis l'adolescence, j'ai pas nécessairement eu la chance de voyager avec mes parents quand j'étais jeune. Mais, par contre, ils m'ont quand même amené cette curiosité-là. Pendant plusieurs années, j'ai voyagé davantage pour des projets de coopération internationale. Ma vision a beaucoup changé depuis le temps et ce que le tourisme en a fait, donc de bon et de moins bon. Ça me permettait à l'époque de aussi pas seulement voyager plus longtemps, mais surtout de me sentir plus près, en fait, auprès des gens sur place. Donc, autant des projets auprès des enfants et des femmes dans la rue, en fait, qui vivaient de prostitution, par exemple, et aussi autant des projets de protection de l'environnement. Et le tourisme a le potentiel aussi par la suite d'aider financièrement aussi ces projets-là. Et puis, je me dirigeais vers des études en psychologie qui m'ont fait un peu peur à l'époque. Bon, la maîtrise devenait obligatoire, le doctorat par la suite. Donc, je me suis dirigée, donc j'ai débuté, j'ai pas terminé, je me suis dirigée vers une technique en tourisme. Pas mal plus tard, un bac en enseignement du tourisme, en fait, au collégial. Donc, j'ai travaillé souvent à l'étranger, un peu partout, en fait, aux quatre coins du monde. J'ai pas mal touché à tout ce qui représente l'industrie du tourisme. C'est beaucoup plus large que le voyage seulement, à part le domaine de l'aviation là, que j'ai pas touché. J'ai fondé, en fait, il y a 8 ans, ma deuxième agence de voyage qui s'appelle Esprit d'aventure, qui est une agence de voyage vraiment spécialisée en voyage sur mesure, en privé, en voyage thématique, en consultation pour voyageurs plus indépendants, qui est dans une position particulière depuis le mois de mars passé. Et tous les conseillers qui font partie de l'agence. Je suis aussi journaliste. J'écrivais surtout sur le voyage depuis les 10 dernières années, mais maintenant, j'écris, et puis ce qui est aussi intéressant, mais que j'écris pas mal sur l'art de vivre, qui est aussi quand même un défi important en période de confinement. Faut vraiment être créatif pour trouver des idées, comme la plupart des endroits sont fermés. Moi, c'est ça qui m'a fascinée quand j'ai regardé ta bio. J'ai vu toutes les choses que tu as réalisées, mais vraiment autour, évidemment, du thème du voyage. On peut dire vraiment que c'est ta niche, c'est ta spécialité, c'est ta passion. C'est ça qui t'appelle, dans le fond, mais les choses qui m'ont le plus marqué, dans le fond, depuis la première vague, c'est vraiment... La première chose que j'ai pensé, c'est « on voyagera plus ». On voyage plus, tout est fermé. Non seulement on peut plus sortir d'ici, du Québec, du pays, on peut plus sortir de chez nous. Fait que le voyage est devenu pour moi une idée extrêmement lointaine, alors que pour moi, dans ma vie, c'était quelque chose qui était toujours présent. Moi, je me dis, wow, l'impact que ça a dans ma vie, je me pose la question pour toi. Comment tu as vécu ça, parce que non seulement on vous dit même pas, oui, attendez, ça va reprendre, on sait pas.
On sait pas. Ben, au départ, en fait, je n'en parlais pas trop parce qu'on s'entend que c'est pas dramatique de pas pouvoir, que je sois pas en mesure de voyager, ou de pas vraiment en parler sur les réseaux sociaux parce que les choses ont pris d'une ampleur incroyable là, depuis l'année passée. Donc, je participe pas aux discussions vraiment parce que je pense que les gens portent beaucoup de jugement et se permettent de le dire d'une certaine façon qui évidemment ne ferait pas en personne et on connaît pas la vie des gens, on connaît pas leur situation. Donc, j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est sûr après, auprès des gens près de moi, en sachant que, par exemple, depuis que j'enseigne plus, que j'ai pris une pause, je voyageais 2-3 fois par mois à l'étranger par affaires, donc autant comme journaliste comme conseillère en voyage. C'est tout tourne autour de ça. J'ai vraiment l'impression d'être la meilleure version de moi-même, en fait, quand je voyage, quand je rencontre les gens, mon approche est différente. Je travaille mieux quand je suis à l'extérieur, même si c'est toute une gestion avec ce qu'on a à faire ou avec le décalage, etc. Je le sais, je suis beaucoup plus créative. Tous les livres que j'ai écrits, je me suis offert la chance de partir, les terminer à l'étranger. Même quand j'écris des articles, il y a une espèce de... Disons que ma créativité... est à son meilleur. C'est ton purpose, très clair. Là. Oui. J'essaie d'inspirer les gens, que ce soit par les conférences, les livres, les articles. Donc, d'inspirer les gens par l'agence, d'encourager les gens à partir. J'encadre, par exemple, beaucoup de femmes qui partent seules pour la première fois. Donc, j'en ai parlé beaucoup les dernières années, donc du voyage en solo, qui est évidemment, qui est pas nouveau, mais qui a encore certains tabous autour de ça. Ah oui, comme quoi, par exemple, parce que le voyage en étant une femme, là. Oui, OK, parce que la saison dernière, j'ai reçu Bérangère dans l'hôpital. Puis elle, évidemment, c'est une femme, travers le monde, elle fait ça en solo. Elle ne se sentait pas vraiment en danger à travers le monde, dans le sens qu'elle disait, c'est sûr que je fais attention, mais en même temps, j'ai ma façon de faire. Tout le monde était vraiment une communauté tissée serrée, tout le monde apporte de l'aide, tout le monde peut se parler. Est-ce que toi, tu sens un peu la même chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sens une solidarité entre femmes à l'étranger, oui, sans rien enlever aux autres formules. Là. Je voyage aussi en couple ou entre amis, mais c'est vraiment ma façon de voyager. C'est la façon de voyager que je préfère parce que je vais beaucoup plus vers les gens. Les gens m'approchent plus aussi. Des fois, ils ont peur en étant en couple, des fois, ils ont peur de me déranger. Il y a une solidarité entre les femmes, dépendamment des pays, mais il y a encore des tabous, peut-être moins au Québec. Il y a des précautions à prendre différentes. Mon Dieu, c'est la plus belle chose. C'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, en fait, de partir au moins une fois ça, puis il n'y a pas d'âge. Je m'ennuie d'être naïve. Tu sais, la première fois que je suis partie en Inde, je pense que j'avais 23 ans ou 24, je m'en pouvais lire des forums, il n'y avait pas nécessairement de blog, il n'y avait pas nécessairement donc j'avais pas beaucoup accès à l'information. Ça a été peut-être finalement salvateur parce que j'écoutais ma petite voix, mais j'avais pas accès à tout ce qui est aujourd'hui. On a accès à beaucoup d'informations, mais ça peut faire peur aussi. Pour quelqu'un qui est jamais parti en solo, là, comment tu la convaincs de lui dire non, faut que tu fasses ça une fois dans ta vie? C'est une occasion d'utiliser peut-être des habiletés qu'on n'utilise pas à tous les jours dans notre travail ou dans notre dynamique de couple aussi. Par exemple, moi, je suis en couple avec quelqu'un d'anglophone, donc c'est sûr que même si je suis quelqu'un qui va beaucoup au-delà des gens, des fois en voyage, je vais peut-être être fatiguée, je vais le laisser parler. En plus, il aime ça négocier. J'aime pas ça. Mais en étant seule, c'est ça. Tout dépend, en fait, de soi. Il faut vraiment écouter son instinct. On est fiers, en fait, d'une certaine façon, de toutes les petites victoires. Je pense qu'on cherche souvent à réaliser quelque chose de grand, mais toutes les petites victoires qu'on va faire dans une journée. Puis je pense que les femmes vont aussi beaucoup voyager par projet, que ça soit spirituel à un certain niveau ou joindre un projet humanitaire. Je dis pas que les hommes le font pas, là, mais ça semble être beaucoup le cas. Après avoir vécu la pandémie, on la vit encore. Ça fait 1 an et plus avec l'inquiétude qui a débuté vraiment plus en décembre. Avec tout ce qu'on a vécu, oui, on peut pas voyager de la même façon. Au niveau de la protection de l'environnement, j'espère que ça va changer. Au niveau du tourisme de masse, etc., on peut pas voyager de
la même façon. Ça a été tellement difficile pour beaucoup d'entre nous mentalement. La majorité des gens ont encore plus le goût de dire non, ce voyage-là là, d'une vie. Là. Par exemple, à l'agence, on est spécialisé en safari en Afrique. C'est souvent un rêve d'enfance et les gens, ils savent que c'est un petit peu plus dispendieux. Ça fait longtemps qu'ils amassent leurs sous, ils veulent célébrer. Hein, c'est très émotif le voyage. Hein, ils veulent célébrer leurs 40 ans, 50 ans, 60 ans, un anniversaire particulier. Au contraire, je sens qu'ils disent non, on va prendre des mesures puis supplémentaires, puis on veut respecter évidemment les règles sur place, mais on veut encore plus le faire, ce voyage-là. La vie est fragile, si on est en mesure de le faire de la bonne façon, contraire, il faut pas attendre. Donc, si on veut partir en solo, si on veut partir justement faire vivre ce safari-là en Afrique. Juste de me dire safari en Afrique, ça fait partie de ma liste. Puis, c'est extraordinaire. Il y a tellement de choses qui font partie de ma liste, mais celui-là, c'est le voyage d'une vie. J'imagine que tu vois un peu ce qui se passe dans le monde selon les groupes avec lesquels tu es en contact, les gens qui sont ailleurs aussi, que tu connais. Parce que, évidemment, nous, on a des nouvelles via les nouvelles, justement, les journalistes, mais c'est pas tant précis de comment ça se passe. Est-ce que toi, tu as un meilleur sentiment? Je suis peut-être même plus au courant de ce qui se passe. Bon, on travaille dans 85 pays. C'est sûr qu'il y a des destinations, par exemple le Kenya, où on envoie la plupart de nos voyageurs en ce moment. Je connais pas nécessairement tous les guides et les chauffeurs, mais je connais tous les partenaires, en fait, personnellement, avec qui on travaille sur place. Malgré qu'on a dû repousser, en fait, tous les voyages de 2020 à 2021. Là, on est en train de les repousser à 2022, c'est ceux du printemps. Donc, on est toujours en contact avec nos partenaires sur place. Les crises, par exemple, l'Ebola, comme tu disais plus tôt, ça a été terrible, en fait, en Afrique. Mais tu sais, c'est loin, on se sent moins concerné. Des crises sanitaires, il y en a eu quand même presque à chaque année. Là, c'est juste que là, c'est la première fois que ça touche la planète en entier. Donc, des informations de première main que je reçois par rapport à comment ça se passe, et ça me brise le cœur. Je veux dire, ils sont encore en affaires comme nous et on essaye de s'encourager, mais la plupart de mes partenaires sur place ont des familles, des grandes familles. Je pourrais pas dire combien, pas nécessairement devant eux, mais combien de fois j'ai pleuré l'année passée parce que de se sentir, autant je me suis sentie impuissante par rapport à rassurer mes collègues. C'est difficile aussi de rassurer les gens en disant oui, ça va bien aller, mais tu sais très bien qu'il y a aucune ressource, là. Il n'y a pas de ressources autant pour les entreprises que pour les individuels. Parce que eux, dans le fond, vivent du tourisme. Je regarde souvent les statistiques, comprendre encore plus l'ampleur. Il disait que, l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, avait annoncé que le secteur touristique mondial a perdu 300 milliards de dollars. On se voit la perte enregistrée depuis la crise économique en 2009. Mais on parle souvent du secteur aérien qui a perdu 95%, secteur de l'hébergement, 75%. On parle souvent de ces secteurs-là, mais on parle autant qu'au Québec ou ailleurs, j'ai l'impression. Quand je discute avec mes partenaires sur place, on parle pas beaucoup des agences de voyage ou les grossistes ou tout ce qui est autour, là. Les boutiques, les restaurants, les guides, les chauffeurs, les excursions. On parle beaucoup de l'aérien. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi, et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Soyons utopiques, là. Soyons positifs. Si les choses rouvrent, comment tu vois le tourisme à partir de là? Est-ce que tu vois que les gens vont faire, c'est beau, c'est fini, on repart puis on fait ça? Ou toi, tu le vois différemment? Si on compare ça à la consommation en général, des fois, il y a une peur de dire, les gens est-ce que quand les choses vont reprendre à la normale, les gens vont consommer comme s'ils avaient été en manque, puis on dit, oh mon Dieu, ils n'ont rien compris. Tu sais, au contraire, on devrait, il me semble qu'il y a des belles valeurs qui se sont partagées, justement, d'être plus près de sa famille, de cuisiner, d'acheter local, etc. Est-ce que les gens vont partir en consommer davantage? C'est sûr que ça va arriver, mais
J'ai l'impression, puis en discutant aussi avec pas seulement les clients à l'agence, mais un peu autour de moi, j'ai l'impression que les gens, une personne sur deux a vraiment une conscience écologique qui s'est développée, qui était là, hein, mais qui s'est développée encore davantage. Donc oui, acheter local, mais comment mieux voyager? On s'entend que prendre l'avion, ça n'a jamais été écologique, mais comment mieux voyager à destination, encourager les entreprises justement qui posent des gestes avant, après. Nous puis d'autres agences aussi au Québec le sont là. On est 100%, notre entreprise 100% carbone neutre avec Planétaire. Dans le passé, en fait, on rachetait notre empreinte écologique de tous les vols de loisirs ou d'affaires qu'on prenait, notre équipe de 15 et aussi nos voyageurs. Il y a toujours un montant d'argent qui va à Planétaire, mais aussi pour encourager des projets sur place de coopératives de femmes, de projets de conservation de la faune, protection de l'environnement. Donc, j'ai l'impression que les gens, j'irais là, puis justement, là, je veux être optimiste, je veux croire en la nature humaine. J'ai l'impression qu'une personne sur deux environ là a développé ça encore plus sa conscience écologique, dit oui, on veut continuer de voyager, mais il faut le faire autrement. Est-ce que ça veut dire voyager plus longtemps, rester plus longtemps à un endroit? Okay. Donc, le slow travel, ça veut dire de participer à certains projets. Ça veut sûrement dire racheter son empreinte écologique, son empreinte de carbone. Tu sais, tous les points que tu amènes, c'est pas nécessairement des choses que nous, personnes qui ne travailleront pas dans le milieu du voyage, on connaît les initiatives qu'on peut faire pour changer les choses. Évidemment, carbone neutre, moi, j'en avais entendu parler, mais comment ça se fait, comment le faire? Si, par exemple, on est un voyageur qui fait tout son itinéraire par nous-mêmes, ce genre d'outils-là, on y pense pas ou on comprend pas trop comment ça fait. Et aussi, est-ce que ça a un réel impact? Tu travailles avec ça depuis longtemps, tu dis que ça aide certains pays, les coopératives et tout ça. Est-ce que tu vois un changement? Dans le passé, peut-être parce que je venais d'un background de coopération internationale, j'en parlais toujours aux voyageurs, puis dans ma tête, ils pouvaient pas voyager sans s'impliquer sur place ou sans... Puis, je me rendais compte que c'était pas nécessairement tout le monde qui était à l'aise avec ça ou qui avait le temps ou qui était prêt à ça. Puis c'est correct. Donc, quand j'ai reparti Esprit d'aventure il y a 8 ans, je dis, je le donnerai pas le choix, en fait, aux gens. Il y a une partie, c'est transparent, mais il y a une partie de chaque voyage, pas énorme, là, sur le montant du voyage, mais qui va à tel projet. Beaucoup de projets auprès des femmes ou des projets, justement, ils partent en safari en Afrique. Il faut encourager les projets de conservation de la faune parce qu'on en profite d'une certaine façon. Donc, il faut compenser puis de protection de l'environnement. Donc, je l'inclus automatiquement. Mais au niveau de racheter son empreinte carbone avec Planétaire, où il y a compensation CO2, il y en a plusieurs. Bon, ça, c'est les 2 Québécois. Et pendant longtemps, je donnais le choix aux gens, en fait. Et il y a une obsession, puis je pense que c'est partout, là, c'est pas juste au Québec, une obsession quand les gens réservent leur billet d'avion de payer le moins cher possible. Oui. Même si c'est un vol avec 3 escales, puis il y a une obsession de payer. Puis des fois, je dis, mais portion terrestre, votre voyage vous coûte tant, là. Je dis, c'est quoi d'investir plus sur un vol? Non, il y a une obsession de payer le moins cher possible. Puis quand les gens, ils vont y parvenir, là, tu sais, ils sont contents, ils gagnent à la loterie. Ouais. Donc, j'arrivais jamais à les convaincre d'ajouter un 25-35 $ pour acheter leur... Donc, maintenant, j'inclus un montant fixe à tout le monde. J'ai l'impression en ce moment qu'il va falloir tout réapprendre. Au niveau de la sécurité puis de la santé, là, faut tout réapprendre. Là. Faut tout, parce que chaque pays va avoir aussi sa façon de se protéger au niveau sanitaire. Ouais. Puis si nous, en tant que voyageurs, on va aller lire, sur, par exemple, le gouvernement, le tourisme, c'est quoi les grandes lignes, mais on ne sait pas rentrer là-bas. Comment agir? Nous, il y a des façons de faire ici qui existent même pas aux États-Unis et vice-versa, déjà. Donc, je sais même pas qu'est-ce qui se passe au Japon, par exemple. J'ai aucune idée, eux, comment ils travaillent, comment respecter toutes les consignes. Donc, ça va être déjà là, juste d'avoir je trouve ça intéressant, le service de consultation, parce que t'aimes ça avoir la liberté d'aller faire ton Airbnb, des petits trucs comme ça. Mais moi, je me suis toujours senti mal de dire, je vais regarder pour une agence si je prends pas le service complet.
peut avoir plus de temps dans la vie, passer 100 heures sur Internet et faire des recherches ou non. Moi, je pense que nos voyageurs à l'agence ont le temps et les connaissances, mais ils viennent chercher une expertise. Puis c'est ce que j'ai toujours aimé avec beaucoup d'entre eux qui vont me dire, puis ils me disent, OK, là, tu reviens d'où? Là, c'est là qu'on veut aller. Là. Donc, tu sais, ce qui va changer, c'est leur budget. Ou ils viennent chercher une expertise. Je sais ce qu'ils aiment, je sais ce qu'ils n'aiment pas. Aujourd'hui, ben c'est ça. Je pense que les gens vont venir sûrement chercher de se faire rassurer davantage. Ben, moi, je veux finir en faisant rêver les gens. On parlait du Kenya. Mais peut-être que tu veux m'en parler encore plus parce que moi, je trouve ça vraiment fascinant. Exemple, OK, on s'en va au Kenya. Qu'est-ce que tu crois qu'on devrait absolument voir là-bas? Ben, en fait, toute l'Afrique de l'Est, là, Tanzanie, Kenya, Rwanda, Ouganda, là, c'est vraiment une partie du monde que j'affectionne. Pour vivre un premier safari en Afrique, là, au Rwanda, Ouganda, pour faire l'observation aussi des gorilles des montagnes, puis des autres primates. Moi, ça a été une révélation, en fait, il y a peut-être presque une quinzaine d'années, parce qu'avant ça, je me dis, la faune, les oiseaux... Oui, mais tu sais, je sais pas, j'avais plus envie de rencontrer les gens. Puis évidemment, c'est une combinaison des deux, mais je veux dire, c'est majestueux, c'est plus fort que toi. Quand j'ai commencé à faire l'observation de la faune vraiment plus, j'avais besoin de paix intérieure, de travailler ma patience, de silence. C'est vraiment, c'est mystérieux, c'est majestueux, puis puis en même temps, on les voit dans leur environnement. En même temps, ce que je dis toujours aux gens, la ligne ou la limite est très est fine entre puis donc il faut toujours y repenser et changer peut-être ses façons de faire entre justement apprendre d'eux, comprendre pour mieux les protéger, pour mieux les conserver. Justement, prendre trop de place, s'imposer, changer leur comportement. Il faut, je pense qu'à chaque voyage ou à chaque excursion, il faut se poser la question, comment je peux les observer sans les déranger. Trop déranger. Je pense que c'est peut-être un bon apprentissage qu'on devrait faire dans la vie aussi, tu sais. S'imposer, mais, tu sais. Oui, c'est ça. Pas trop rentrer dans la bulle des gens, respecter chacun son espace. C'est un bel exercice de patience, puis d'accepter c'est pas garanti, tu sais. Ça arrive la plupart du temps dans ces pays-là, il y a pas, mais c'est pas garanti. Je pense que les gens vont souhaiter toujours vivre dans leur bulle, avec peut-être le chauffeur, le guide ou leur famille ou leur couple, et j'ai l'impression, moins de voyager en groupe ou en croisière. Là, je veux pas porter de jugement sur ces façons-là de voyager, mais je pense que les gens Moi, ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais allée en Italie, voyage de noces. Et on était à Venise et que les bateaux de croisière débarquaient directement à l'endroit où c'est majestueux, incroyable et que tout se ramasse là. Mais on n'y voyait plus rien, il y avait tellement de monde d'un coup, tu sais, c'est pas un flot naturel. Et ça m'avait choquée parce que justement, ça a été un sujet de discussion. Au début, à la première vague, Venise ont pris, je sais pas si c'est encore le cas, mais avait pris ce questionnement-là très, très au sérieux en voyant qu'il n'y avait plus de bateaux. Se disait, peut-être que c'est une solution pour conserver des lieux aussi, pour faire attention à tous ces monuments-là aussi qui souffrent énormément du tourisme. J'espère qu'il va... il y a des pourparlers là, en Europe, donc par rapport justement à des villes comme Venise, d'essayer de plus accepter le surtourisme. Là. Les navires avec qui on travaille en Antarctique puis en Arctique, parce que j'ai eu la chance de découvrir le monde polaire il y a 2 ans, puis ça m'a fascinée. C'est aussi, puis encore là, je comprends qu'il y a rien de parfait, là, mais c'est aussi des navires qui sont 100% carbone neutre et qui travaillent vraiment avec avec plusieurs scientifiques, la NASA, etc., pour faire avancer la science, pour justement faire pression sur les gouvernements au niveau des lois de la protection de l'environnement. Donc, c'est des beaux projets que les voyageurs peuvent participer. Donc la zone polaire, le Kenya, est-ce qu'il y a un autre endroit pour toi qui te fait absolument rêver qu'on devrait aller visiter? Tout, comme je dis, l'Afrique de l'Est, puis oui, là, l'Antarctique, l'Arctique. Donc, l'Arctique, particulièrement l'archipel des îles Svalbard, qui fait partie de la Norvège. Car j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de voyager le long de
d'une partie de la route de la soie, donc Ouzbékistan, Kirghizistan, Kazakhstan. C'était particulier aussi. Je veux terminer en te demandant, même si on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi ton prochain projet? Qu'est-ce que tu développes? Ce qui me tient en ce moment, parce que je continue à évidemment rester en contact avec mes collègues puis les voyageurs, mais j'avoue pas savoir vraiment quoi leur dire. Essayer de les encourager, mais on le voit, là, les règles changent souvent. J'espère que ça va reprendre cet été ou cet automne, mais je suis pas certaine. Donc, je tiens ça, mais en ce moment, j'ai la chance, on dirait que depuis décembre, il y a plein de choses que j'ai la chance d'écrire beaucoup d'articles puis travailler sur beaucoup de projets de livres autres que sur le voyage. Nous, ça va bien, là, l'agence en ce moment, mais quand je pense, je lisais justement des statistiques qui disaient si ça reprend cet été ou cet automne, ça va sûrement redevenir à la normale. Est-ce qu'on veut revenir à la normale? Non, on peut être mieux qu'avant, là, mais au niveau de la protection de l'environnement, mais ça va revenir à la normale en 2025, en 2026. Comme 2019 était, parce que 2019, peu importe les raisons, ça a été comme une année record au niveau du voyage dans le monde entier. En fait, il va falloir, je pense que ce qui risque d'être long, c'est la confiance dans l'industrie touristique, du tourisme. Ah oui. Parce que même les tests, même les vaccins, moi, j'ai confiance, pas de peur, mais est-ce que les gens vont vraiment reprendre confiance? Je pense que ça va être long. Je sais pas, parce qu'on oublie vite aussi, on le voit, par rapport à ce qui se passe aux nouvelles. On oublie vite. Le premier mois va être difficile, puis après ça, tout le monde va faire comme « OK, non, c'est beau, on y va ». Merci beaucoup, beaucoup, Ariane. En attendant, on peut quand même te lire dans les magazines. Oui, en ce moment, j'écris pour le journal Métro, le magazine Véro, Elle Québec, Les Voyageuses du Québec, Chalet Arabais, Rose Bouddha, Fig, Clothing. Oui, j'ai écrit vraiment un bouquin qui m'a beaucoup touchée pendant la première vague. C'était particulier parce que c'était ma première fiction. Donc, on avait l'impression de vivre dans un film, puis j'ai écrit une fiction, mais pour différentes raisons. Devait être publié l'automne passé, va être sûrement publié l'automne prochain de cette année, on espère. Mais d'autres projets de livres. Mais sinon, dernier livre, disons, qui fonctionne bien sur le voyage, c'est Le voyage pour les filles qui ont peur de tout, qui était un best-seller au Québec et en France, mais que j'ai coécrit avec Marie-Julie Gagnon. Et on a lancé l'année passée une version revue et augmentée. Donc, c'est vraiment c'est un livre sur le voyage au féminin, mais écrit avec beaucoup d'humour. Aussi, le collectif qui s'appelle Elles ont conquis le monde en solo, que j'ai écrit avec 9 autres auteurs qui racontent nos expériences de voyage en solo. Donc, je pense que c'est inspirant pour bien se préparer. Ça fait une belle communauté aussi, justement. On va aller lire ça. On va faire semblant qu'on voyage via les livres. Si les gens veulent te suivre, ils vont où? Mon compte Instagram personnel, Esprit d'aventure MTL. Donc, c'est mon compte personnel en fait voyage. Et on espère qu'on puisse se booker un voyage avec toi très, très bientôt. J'espère. Ça me fait plaisir de reparler safari en Afrique. Oui. Peu importe. En direct du Kenya, on va s'en reparler. Merci beaucoup, Ariane. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.